L'ouverture de la petite ceinture qui est prônée par la ville de Paris, c'est de voir comment on ne transforme pas la petite ceinture de manière forte et en même temps de se dire que laisser une forme d'appropriation simple et spontanée sans régulation, ça n'est pas possible. Et donc il y a un juste milieu à trouver. En fait, ça démarre tout de suite et ça démarre dans différents endroits de la petite ceinture. C'était ce qui a été appelé des chantiers participatifs, appuyés par ce qu'on a appelé des collectifs de professionnels qui ont reçu un marché de la ville de Paris pour nous assister dans l'accompagnement de cette démarche, avec une rémunération de ce dispositif de chantier participatif qui ne se suffit pas à lui-même, mais qui est une manière d'enclencher un mécanisme et de voir derrière si des aménagements sont nécessaires, lesquels, s'ils ne le sont pas, de ne pas les réaliser, mais de permettre quand même l'ouverture. Et en termes d'occupation et de gestion, quelle forme d'occupation portée par des habitants, des associations, des collectifs peuvent prendre le relais. On doit assurer la permanence de cette plateforme ferroviaire, ne pas la transformer, pour garantir une réversibilité éventuelle de cette plateforme et des ouvrages à des fins de transport si l'État le décidait. Là, on est en mission courte de 3 mois pour tester les usages, parler avec les riverains, savoir quelles pourraient être les attentes, les peurs. On a une toute petite section qui fait 200 mètres de long, c'est entre la rue Petit et l'avenue Jean Jaurès. Juste devant l'immeuble là, qui est l'immeuble pont, jusqu'au pont qui est ici. Notre objectif de base, c'est de garder la petite ceinture telle qu'elle est. Donc le côté sauvage de la petite ceinture. Et en fait, la petite ceinture, c'est un espace de fiction. C'est l'ouvrir au possible. Du coup, c'est un espace des possibles, un espace pour raconter des histoires, etc. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur des écriteaux de cinéma sur le container, qui est comme un titre de film, en fait. On peut changer à chaque fois le film qu'on s'imagine sur la petite ceinture. Et donc là, le film qu'on se raconte sur la petite ceinture, c'est réapproprier les rails à base de skate. Donc on a développé une espèce de système mécanique qui peut accueillir des roues de skate pour transformer des plateformes en skate, quoi. L'idée, c'est de diffuser un maximum cet objet-là pour que les gens après puissent en faire chez eux ou trouver des moyens pour le faire facilement. Et du coup, c'est un moyen facile d'exploiter les rails. C'est vraiment récurrent dans les discussions, ces désirs de vélo rail. Là, on travaille sur des drésines, donc ce sont des engins roulants sur rail. On a cette espèce de conteneur qui nous a été posé comme base de chantier. Pour nous, tout de suite, c'était une sorte de gare. On appelait ça la station Désir. Enfin, dans les portraits chinois, c'est revenu pas mal de fois. L'idée que la petite ceinture soit une sorte de grand serpent. Et oui, on peut projeter ces rails comme la colonne vertébrale d'un grand serpent qui traverserait Paris. C'est pas un espace vierge. C'est les portraits chinois qu'on a réalisés sur la petite ceinture lors des ateliers. Le serpent, le fait qu'elle soit sauvage, qu'est-ce qui est revenu indépendante, qu'elle aime pas être dérangée. C'est quoi cette rue là ? Ça invite au voyage, en plus ces rails, c'est un voyage dans le temps et dans l'espace. Il y avait un jeune homme d'ailleurs justement qui avait dit c'est marrant quand on se balade sur la petite ceinture, on a l'impression d'être spectateur d'une ville dans laquelle on est acteur d'habitude. Parce qu'on se balade un peu au-dessus des gens et donc du coup on observe un peu comme une petite souris ce qui se passe en bas, l'agitation urbaine, alors qu'on est dans un lieu très paisible et qui invite plutôt au calme et à l'apaisement. Quand vous baladez sur la petite ceinture, c'est tellement, vous avez l'impression d'être dans une intimité, dans un lieu un peu secret, vous n'avez pas le droit d'être là normalement. Et donc du coup, vous dites forcément bonjour à la personne que vous allez croiser. Et il y a une sociabilité sur la petite ceinture que vous n'avez pas par exemple quand vous allez au parc des Buttes-Chaumont. Donc nous, ce qu'on aimerait garder justement avec ce côté un peu sauvage et atypique, c'est garder justement aussi l'intimité, la convivialité qui peuvent se créer entre les gens comme ça qui se baladent sur ce lieu. Mais si on tombe, c'est pas solide. Marche sur les bois et t'auras pas de problème. Je tombe dans l'eau. Oh, j'avais qui tourne.
Ce qui est incroyable, alors peut-être que moi je suis aussi le profil typique de la Parisienne, hein, mais c'est d'en faire un sentier de randonnée urbaine. C'est-à-dire que si on veut se balader sur la petite ceinture, et bah oui, il faudra prendre des bonnes chaussures de marche, une lampe torche, et c'est un peu l'aventure, quoi. C'est pas, on va pas en faire une autoroute verte. On voit pas ton visage. Voilà, super. Pour moi, il faudrait ouvrir certaines parties et laisser d'autres inaccessibles. Bah, c'est ce qu'on se dit. En fait, on se dit qu'il y a peut-être des stations qui sont ouvertes et facilement accessibles pour des gens à mobilité réduite, et puis que le reste des tronçons reste comme il est, en se disant, bah, en fait, la petite ceinture, c'est un chemin de randonnée ou c'est un lieu, bah, on y va, c'est ça qu'il faut faire. on est équipé de bonnes chaussures. On peut pas tout faire et c'est bien de faire un petit truc. Parce que la petite ceinture, c'est beau. La petite ceinture dans le 19e arrondissement a l'immense avantage de relier plusieurs sites très structurants de l'arrondissement, du parc début de Chaumont jusqu'à tout le pôle parc de la Villette, et en poursuivant jusqu'au nouveau quartier Rosa Parks, McDonald's. Et donc dans cet arrondissement qui historiquement s'est structuré sur des liaisons est-ouest, je pense à l'avenue Jean Jaurès, à l'avenue Flandre, c'est une opportunité unique de retrouver une linéarité nord-sud, piétonne, ou cycliste, en tout cas à circulation douce, sur un axe qui aujourd'hui est peu praticable, et donc de relier les grands sites de l'arrondissement. Donc on pourrait appeler ça une transversale nord-sud. Tout est possible à la condition que ce qui se fera sur la petite ceinture ne produise pas de nuisance. On est, vous le voyez, adossé à des immeubles, la petite ceinture est immergée dans les quartiers habités. On ne peut pas envisager quoi que ce soit qui produise des nuisances. À partir de là, à partir du moment où cette condition-là sera respectée, tout est imaginable, y compris des modes de transport doux, dès lors qu'ils ne produiraient pas de nuisances particulières. Le monde du transport urbain avance à grande vitesse pour le coup, et il ne faut pas s'interdire de pouvoir disposer dans quelques années de modalités de transport urbain, y compris rapides, absolument silencieuses et non productrices de bruit. Dans quel cas, elle pourrait tout à fait trouver place sur l'emprise de la petite ceinture. Peut-être que la petite ceinture serait une sorte de chemin de randonnée urbain. Peut-être que les cailloux, ils restent là en fait, parce que quand on est sur un chemin de randonnée, on marche dans les cailloux et puis on met des bonnes chaussures et puis on y va. Et que peut-être que ce chemin, il serait ponctué de différents refuges, qui seraient des stations, qui seraient des lieux davantage en lien avec le quartier, avec des micro-espaces et avec des énergies locales. Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il y a des ateliers jardinage. Le principe justement, notre mission de base c'est de tester les usages, donc ça prend la forme d'animation que l'on fait, qui s'avère aussi être un prétexte pour faire venir des gens et voir comment ils se comportent. Il faut rester entre les deux tunnels, enfin, vous pouvez vous y aventurer mais nous ne sommes pas responsables, et faire attention car le site n'est pas totalement clean, il peut y avoir des morceaux de verre, donc avec les enfants par terre par exemple comme ça, bien sûr, être un peu plus vigilant. Voilà. Donc je vous donne un petit protocole pour dire que vous êtes passé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es tombé? Pour l'instant, rien n'est figé dans le marbre, c'est le principe de la participation. Ce serait un peu de mettre du mulch entre les rails. Le mulch, c'est du bois compact pour un peu rendre cette petite ceinture plus accessible, tout en conservant son patrimoine et sans la dénaturer, qui servira un peu de colonne vertébrale. Et de là, on a analysé qu'il y avait plusieurs appropriations de certains espaces par différentes personnes également. L'idée, c'est que cette colonne vertébrale viendrait desservir certains espaces où ce seraient des aménagements tout simples. Par exemple, mettre un banc à un endroit, aménager un petit escalier pour le rendre un terrain plus accessible. La petite ceinture n'a pas la vocation à être une scène artistique où les gens sont payés pour venir faire des spectacles et où, du coup, les spectacles sont payants. Donc on va dire ce qu'on a fait, ça pourrait pas se poursuivre finalement. Eh ben, si par exemple il y a une association, j'imagine, il y a une association
qui s'occupe de gérer la station Ménilmontant. Elle peut ensuite trouver des budgets pour faire venir des gens. Mais les budgets ne vont pas automatiquement être des budgets de la ville, ou en tout cas de l'arrondissement. Elle n'aura pas de budget de fonctionnement a priori, quoi. Même juste ce budget de 7 millions d'euros. Mais le budget participatif, attention, c'est pas du fonctionnement, c'est de l'investissement. Ouais. Donc c'est uniquement pour faire des choses qui restent. Ça ne peut pas être pour payer des gens ou pour payer du café, des choses on ne considère pas qu'une dynamique sociale, c'est quelque chose qui reste. Ça, c'est le grand problème, la différence entre l'investissement et le fonctionnement. Et je pense que c'est vraiment un truc obsolète. On est mandaté par la mairie de Paris pour expérimenter l'ouverture au public de la petite ceinture entre l'avenue de Saint-Mandé là-bas et la rue du Sahel. La réflexion, elle se porte à l'échelle du 12e, Porte de Charenton, à Corps-de-Vincennes. On a vu beaucoup de monde en fait, donc on dit que c'est un lieu qui est fermé au public. En fait, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui occupent le lieu et qui sont actifs, voire qui habitent en fait, même, et qui transforment déjà en fait en permanence ce site, ce qui est très vivant en réalité. Le but ici, c'était de tester des situations sur ce territoire et voir qui sont les personnes qui ont envie de porter des projets ici. Ce que nous, on essaye de proposer, c'est que ce soit un espace public dans lequel il puisse y avoir des activités aussi. Parce que là, on est dans une démarche qui est plutôt participative et il y a des acteurs qui se sont manifestés, qui sont capables aujourd'hui de porter des projets très divers d'ailleurs. Le container, dès le départ, évidemment, il a été peint, caillassé, etc. Donc, on a réussi à avoir un contreplaqué sur le vitrage par la mairie de Paris. On a même nous-mêmes organisé une performance de graphe sur le container. Donc, ça fait partie de la vie quotidienne du site. Et en fait, on est dans dans cet urbanisme en temps réel, comme on dit. C'est-à-dire qu'on teste avant, au lieu de planifier. On a aussi construit notre premier acte sur le site qui a été cette plateforme mobile qui était au départ pour nous une façon en fait, de questionner ce site et en même temps un outil. C'est-à-dire on questionne la mobilité, on questionne l'usage du rail. Nous, on y répond en disant c'est intéressant de pouvoir continuer à se déplacer sur cette friche ferroviaire. Nous, c'était intéressant immédiatement parce que comme on est dans une situation de chantier, on a besoin de bouger de la matière. Et ensuite, on s'en est servi dans tous nos événements. En fait, on se rend compte que c'est devenu le cœur du dispositif. Là, on a aujourd'hui fait des rampes expérimentales PMR, justement pour l'accueil de personnes en situation de handicap qui vont venir tester aujourd'hui avec nous en fauteuil roulant. On va commencer par le niveau de la rue, qui en plus est une rue pavée, donc je vous laisse imaginer les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc on va monter ici sur les petites rampes aluminium qu'on a mis sur l'accès qui était existant, qu'on a terrassé ce matin. Ensuite, les rampes donc en dalles, en palette de séchage, ici. Et là, le virage, ça passe. Ouais. Et alors, à droite, à gauche? À gauche. On va se mettre là. Et enfin, on va voir si on peut accéder à la plateforme pour pouvoir les faire un peu circuler puis aller voir un peu plus loin sur le site. Okay. Justement, cette partie quai qui est beaucoup plus calme, il y a plus de végétation, etc. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'ont pas accès à la petite ceinture. Donc, on ne peut pas défendre l'idée que la petite ceinture est interdite de fait parce que c'est pas... au niveau sécurité, au niveau confort, c'est pas accessible à plein de gens. Donc on peut garder des endroits où on va marcher, comme ça on aura l'aspect campagne. Et pourquoi pas des nœuds, donc les endroits où il y a des grandes avenues. Et du coup ce serait vraiment aménagé avec un sol qui permettrait à tout le monde de venir. Ça fasse aussi la petite ceinture des raccourcis dans la ville. On l'utilise pour aller d'un endroit à un autre parce que c'est plus rapide. On a fait des expériences et des tests avec la question des sols fertiles. C'est-à-dire que tout le monde jardine, il y a déjà plein de jardinage, mais sur les cailloux, on ne peut pas jardiner. Donc on s'est posé la question, comment à partir des ressources qui étaient sur place, comment on pouvait rendre le sol fertile. Ce que je retiens ici, c'est la fragilité du site. Plutôt que de l'aménager, je pense qu'il faut le ménager. Et c'est assez singulier ce que je dis là, parce que on a très vite envie de faire rouler un peu la machine à béton. On pourrait très vite en faire une belle coulée verte. On irait à l'envers de la promesse et de sa raison d'être. Et on sait que dans un contexte de transition énergétique, transition écologique, transition sociétale, ces moments-là de respiration sont essentiels pour construire la ville. C'était un lieu qui a toujours été un lieu qui a été pensé comme un corridor où venaient circuler des hommes et des marchandises, et qu'aujourd'hui c'est un corridor biologique, donc sa fonction de corridor est toujours là, mais c'est une hétérotopie au sens où va venir
s'y greffer des petites actions, des usages qu'il va falloir certainement orchestrer. Ce corridor peut être encore le lieu où on vient héberger des imaginaires et des actions et des usages. Et je pense que cette idée de construire des communs ici, elle serait intéressante, mais toujours avec ce souci de ne pas en faire forcément un espace du show-off, mais un espace de l'intimité et un espace de la fragilité. Moi, j'ai toujours évoqué ce lieu en disant qu'il fallait préserver son patrimoine ferroviaire et de biodiversité. Et donc, et vous avez évoqué l'idée de couler du béton et de faire une promenade bétonnée. C'est vrai que très vite, en fait, les habitants nous ont dit on ne veut pas la même chose que la promenade plantée. Et dès qu'on ouvre un espace de respiration, il est suroccupé tellement, effectivement, cette ville est dense. Cette île, c'est une des villes la plus dense au monde. Et donc, on a bien conscience que tout espace qu'on ouvre, on aura du mal à le préserver. Donc, la contrainte posée par le propriétaire des lieux, qui reste quand même la grande maison des chemins de fer, de préserver la réversibilité du lieu, elle nous protège un peu de ça, quelque part. C'est une contrainte qu'il faut transformer en atout. C'est pas un espace vert, comme les autres, comme un parc, voilà. Mais je suis assez sensible à cette idée que c'est un nouvel espace de liaison entre d'autres espaces qui préexistent. Jardiner sur la petite ceinture, c'est vraiment pas simple, c'est énormément de travail. La question de l'eau aussi, l'accessibilité à l'eau qui est problématique aussi. Il y a la question de mettre en valeur la gestion et l'entretien qui est fait par Interface Formation. Donc il y a aussi cette ressource humaine et ces énergies qui sont vraiment très fortes sur la petite ceinture. C'est un lieu qui est identifié comme vraiment un corridor biologique, un poumon vert, on entend beaucoup de ces mots-là, qui pour nous sonnaient un peu paradoxal. On ne sera jamais sur un espace vert classique, donc il faut inventer des modes de gestion, de gouvernance. Mais du coup, c'était bien de venir justement d'être provinciaux et de venir, on n'avait pas cet affect qu'ont les Parisiens très fort avec la petite ceinture et que du coup on est vraiment venu avec un regard extérieur. Au début on était un peu mal à l'aise et en fait on s'est dit que peut-être c'était une richesse en plus d'arriver vraiment vierge de tout. Tout le monde a un projet pour la petite ceinture, qui sont pas forcément compatibles. Mais c'est souvent très contradictoire, mais ça fait partie de nouveau de la richesse du site, quoi, je pense. Il n'y a pas que la flore, je dirais qu'il y a une vraie faune urbaine. Alors il y a la faune humaine, c'est un couloir de migration. Dans l'époque dans laquelle on est, où on nous parle des migrants et des flux migratoires, assumons le fait qu'il nous faut aussi à Paris un couloir migratoire avec des migrants qui sont des hommes et des bêtes. Et tant mieux parce que c'est ce qui fait que cette ville va retrouver de la vitalité, parce qu'elle va aller puiser son énergie dans cette animalité qu'il faut préserver. Le premier public qu'on voit naturellement, c'est les promeneurs, qui ne sont pas forcément des gens du voisinage, mais qui sont des gens qui déambulent, qui ne sont pas forcément en errance, mais en itinérance, eux. Ça, c'est le premier public, les promeneurs, on va dire, mais qui ont un point commun, qui est que c'est des gens qui cheminent. Un peu comme le train cheminait ici, là, c'est des piétons qui cheminent. Le deuxième public, à mon avis, c'est un public un peu plus de subversifs. C'est ceux qu'on ne voit pas. C'est les renards, c'est ceux de la nuit, c'est les mecs qui viennent taguer. C'est ce qui font que ce lieu-là, c'est une galerie à ciel ouvert. Mais eux, ils vivent en mode caché. Et c'est un public aussi qui est invisible, mais qui pourtant pèse sur l'esthétique du lieu, sur sa fonction, etc. Un autre public, à mon avis, c'est bien entendu les voisins. Les voisins qui sont directement, je dirais, en lien avec la petite ceinture, mais qui vivent ça comme un jardin. C'est ce qu'il y a en bas de leur fenêtre et ils viennent se l'approprier. Avec d'ailleurs des types qui auraient tendance à vouloir le privatiser quasiment. La ville, elle est tellement préformatée, on a besoin d'avoir des lieux où on vient se cacher, où on vient exister en mode alternatif. Et je pense que la petite ceinture, c'est aussi ça. C'est aussi un espace qui permet à ces publics-là, qui existent, de trouver un refuge. Un public qui doit continuer à avoir droit de cité sur la petite ceinture. C'est l'espace entre. L'espace de la vacance. Étymologiquement, la vacance, c'est l'espace du vide. Je pense que la petite ceinture, c'est le lieu de la vacance. C'est le lieu du vide. C'est le lieu de la respiration. C'est le lieu qui fait qu'à un moment ou à un autre, on a besoin de vide pour retrouver du jeu dans la société.
qui existe sur la petite ceinture aujourd'hui, c'est très lié au fait que c'est un espace interdit, c'est un espace où tout le monde ne va pas, c'est une cachette, etc. Comment faire des projets sans tout prévoir? Et puis comment, plus largement, aménager sans trop normaliser. On a des villes où, je pense à des villes comme Berlin, etc., où ça pose beaucoup moins de problèmes de ne pas tout prévoir, de ne pas tout sécuriser, etc. On a une culture en France, globalement, où on aime réduire le risque le plus possible, etc. Donc on est très à cheval sur tout un tas de choses qui tendent à beaucoup normaliser les espaces et leurs usages. Le fait d'aller sur la petite ceinture, d'aller dans cet endroit un peu secret pour être tranquille, pour faire un peu ce qu'on veut, c'est pas hyper compatible comme ça d'emblée avec un atelier participatif pour réfléchir à un aménagement, etc. C'est pas la même perspective, donc voilà, il y a déjà un effort à faire là-dessus pour intégrer ces personnes. Et j'ai comme mission, d'ici décembre, d'animer des ateliers comme celui qu'on fait aujourd'hui pour penser tous ensemble de qu'est-ce qu'on peut faire de la petite ceinture. Parce que la petite ceinture, elle est magnifique déjà comme ça. Ce qui marche moins bien, c'est les pourtours. Aujourd'hui, il y a des grilles un peu vétustes, on a des mal à les faire respecter, il y a des incivilités, des jets de poubelles à partir de cet espace. Et pendant longtemps, c'était un peu le derrière de la ville en plus. Les immeubles, des fois, ils tournent le dos à cet espace. Est-ce qu'on peut faire un jardin partagé en pente? On peut, alors en pente, non, on n'arrivera pas. Est-ce qu'on ne va pas travailler, je sais pas, un système de bac tout le long avec des parties en verticale pour faire pousser les pots de tomates, les haricots? Là, tu mets l'huile de lin à l'extérieur. Ce qui est intéressant dans une ruche, c'est toujours de partager avec les autres. Je pense que tout seul, tu peux y aller quand tu as déjà un recul énorme. Et là, il y a la petite ceinture, là, elle est en bas, elle est à moins 8 mètres. Une des propositions, c'était de traiter justement les avoirs pour sensibiliser un peu plus les gens dans la préservation. On est en train de réaliser les premiers souhaits des habitants, c'est d'aménager un premier espace. Donc c'est ce que les habitants ici ont appelé le sas, entre la ville et la petite ceinture. Parce que tous les habitants, ils ont envie de garder un esprit sauvage à cet espace, mais néanmoins de permettre au plus grand nombre de pouvoir au moins en partie accéder. Donc le tronçon entier, il fait 500 mètres et on aménage juste les 200 premiers mètres. Un salon pour accueillir les visiteurs, pour les curieux, pour venir se poser. Et on a décidé de faire, de réutiliser tout ce qui est sur la petite ceinture, essayer d'amener le moins possible de l'extérieur. Et donc en particulier, on va utiliser ces troncs d'arbres qui sont là et les disposer pour créer ce petit salon convivial. Et on a décidé aujourd'hui d'utiliser un cheval pour transporter les troncs parce qu'en fait, on est à côté d'une des plus grandes colonies de chauves-souris d'Europe. Et comme vous savez peut-être, à partir d'octobre, ils font dodo. Il ne faut pas trop les déranger. Et donc voilà, le cheval, ça sera bien plus silencieux qu'un engin mécanique, mais en polluant. Respecter ce qui existe, respecter toute cette végétation qui s'est implantée, toute la richesse de cette végétation, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aiment cette petite ceinture pour ce qu'elle est. Nous, dans notre démarche de concepteur, on doit y aller effectivement avec toute la modération qu'on peut avoir, parce qu'on n'est pas là pour faire du projet, on est là pour préserver cette nature et essayer de l'accompagner dans une ouverture publique. C'est intéressant parce que sur la petite ceinture, on retrouve effectivement des plantes locales, des plantes d'Île-de-France. Et puis en fin de compte, on retrouve aussi plein de plantes de jardin, de plantes de ville. Là, juste au-dessus, il y a un laurier du Caucase, il y a un laurier sauce qui est juste à côté. Après, on trouve des érables qui sont effectivement des plantes endémiques. On a du sureau. Donc il y a vraiment une palette végétale qui est à la fois, c'est mélangé à la fois avec effectivement des plantes locales et puis aussi quelques plantes issues des jardins qui se sont ressemées. Je pense qu'au niveau de la biodiversité, il y a plein de choses qui se passent. Par exemple, sur la petite ceinture, on peut trouver des lézards. Des lézards en région parisienne, je crois qu'on en trouve nulle part d'autre. Donc il y a effectivement toute une richesse ici assez incroyable. On a le long des voies ferrées, on trouve des grands linéaires d'orties tout le long. Et l'ortie, c'est pareil, à Paris, on ne le trouve plus beaucoup. Et après, une fois que les assises seront prêtes, on va réaliser des dossiers en tressage avec les résidents. Et on espère que ça sera beau et confortable. Avec des positions différentes pour se relâcher un peu de la forêt, quoi. Et en fait, il faut décider quel type d'assise par rapport à chaque tronc.
Si on arrivait à faire attendre des liens, des cordes et tout et faire une hamac, quoi. D'accord. Ici, par exemple, le choix qui a été fait, c'est de créer un cheminement qui permettra aux personnes âgées qui ont des difficultés à se balader de pouvoir découvrir moitié du parcours. Mais il n'y a que moitié. La deuxième moitié, elle est restée intacte pour tout ce qui voudrait voir mais à quoi ça ressemblait originairement la petite ceinture. Et l'idée, c'est de ne pas le prolonger. C'est des plaquettes de bois, malheureusement, qu'on a dû acheter. On aurait bien voulu broyer du bois de la petite ceinture, mais ça faisait trop de bruit pour les chauves-souris. Alors on a décidé d'utiliser plutôt des plaquettes qu'on a achetées. Alors on avait le choix entre occuper la voie, ce qui aurait été vachement plus simple pour nous, juste que créer un cheminement supplémentaire. Évidemment, on a voulu créer deux possibilités, laisser les voies et puis avoir un cheminement pour les personnes qui ont des difficultés à marcher. On a construit un renard de 6 mètres de long. Ça fait partie de ces symboles qui visent à créer un lien affectif entre les visiteurs et la petite ceinture. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire non plus un parc d'aventure. Hein. Donc, quel équilibre trouver? On a des contraintes très fortes et moi, je trouve que c'est bien les contraintes. Biodiversité et ferroviaire. Hein. Les deux, elles vont nous donner des lignes directrices, si on les respecte, qui vont permettre justement de choisir les bonnes activités.